Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Live by Nexem consacrée aujourd'hui à l'attractivité des métiers du soin et de l'accompagnement du secteur associatif. Crise sanitaire, accord du Ségur, mission Laforcade, conférence des métiers, la question du rôle de la valorisation et de l'attractivité de nos métiers reste plus que jamais au cœur de l'actualité sociale et de la santé. Pour commencer l'émission, je vais accueillir Stéphane Rax, le directeur général de Nexem, ainsi que Antoine Perrin, le directeur général de la FEAP. Ils reviendront ensemble sur les actions entreprises par Nexem et la FEAP pour favoriser l'attractivité des métiers, la pérennité de notre secteur et la défense du modèle associatif. Vous pourrez ensuite visionner une interview exclusive de notre grand témoin du jour, Mathieu Klein, qui est président du Haut Conseil du travail social. Celui-ci a remis récemment au gouvernement un livre vert sur le travail social. Enfin, j'aurai le plaisir d'accueillir 3 adhérents de Nexem pour un échange autour du thème « Recruter et fidéliser ». Mes invités dresseront un panorama de la situation vue du terrain et donneront à voir les moyens d'action qui ont pu être identifiés et les initiatives de leurs associations respectives. Et maintenant, place au grand angle. Pour lancer l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Perrin, directeur général de la FEAP, et Stéphane Rax, directeur général de Nexem. Bonjour et bienvenue à tous les deux sur le plateau du live. Ma première question, elle est pour tous les deux. C'est pourquoi Nexem et la FEAP ont décidé de travailler ensemble sur la question de l'attractivité des métiers? Parce que nous sommes les deux grandes fédérations du privé non lucratif dans la santé, partant du sanitaire pour arriver au social en passant par le médico-social. Et nos adhérents ont des salariés qui ont des parcours professionnels qui les amènent à aller d'un établissement, d'une association ou d'une fondation à une autre, et des fondations et des associations qui ont des établissements et à la FEAP et à Nexem. Et donc, pour les adhérents, pour leurs salariés, il est important qu'ils puissent voir clair dans leurs droits, voir clair dans leur parcours professionnel, surtout s'ils veulent évoluer, s'ils veulent progresser, s'ils veulent changer. Vous voulez compléter, Stéphane? Oui, pour aller dans le même sens, le fait de travailler ensemble, ça relève à la fois de la nécessité, parce que comme ça vient juste d'être dit, on fait partie du même périmètre, et donc on est confronté aux mêmes obligations concernant cette attractivité des métiers. Mais au-delà de cette nécessité, c'est aussi un choix et une volonté politique de travailler ensemble, parce qu'on considère qu'en travaillant ensemble, on est plus fort pour répondre à nos enjeux communs. Et quels sont les enjeux, les ressorts de l'attractivité que vous avez pu identifier en dehors des revalorisations salariales? Alors c'est vrai que les revalorisations salariales, la dimension salariale, c'est la partie visible, c'est la partie iconique et c'est la partie presque qui va qualifier la problématique de l'attractivité des métiers. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on focalise à la fois l'attention et les efforts. Mais on considère, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire, que l'attractivité des métiers va bien au-delà. C'est aussi une question de qualité de vie au travail, c'est une question de valorisation des compétences, c'est aussi une question de formation professionnelle, de parcours, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc l'attractivité des métiers, c'est vraiment une expression qu'on a choisie justement pour dépasser le seul cadre de la revalorisation. Bien évidemment, revalorisation salariale, mais ça va au-delà. Et ce qu'on attend et la manière de s'engager ensemble dans le sujet, c'est vraiment d'avoir une vision globale de cette attractivité des métiers. Et sur la question des revalorisations, M. Perrin, est-ce que vous voulez nous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé récemment, notamment des suites de la conférence des métiers? Alors, je commencerai par ce qui s'est passé déjà depuis le début. Donc 183 € pour tout le monde, c'est ce qui était annoncé. Ça a commencé par le sanitaire et le secteur des personnes âgées. Ça a été acquis très vite, il y a 1 an et demi, et on a regretté à ce moment-là que le reste n'ait pas suivi tout de suite. Il est arrivé, et pas plus tard que ce matin, nous avons eu le résultat de la conférence des métiers qui étend donc cette revalorisation à tous les métiers socio-éducatifs du handicap, avec une liste qu'on n'a pas complètement analysée, mais qui, de première approche, nous satisfait, puisque ça concerne les professionnels du handicap et du secteur social, socio-éducatifs, métiers socio-éducatifs, qui vont donc pouvoir bénéficier de ces revalorisations. Sans oublier les médecins, qui, pour les hospitaliers, avaient été revalorisés dès le début,
Et là, pour les médecins coordinateurs d'EHPAD, sont raccrochés. Il reste encore quelques trous dans la raquette, en particulier, et ça on le regrette beaucoup, les métiers non socio-éducatifs, administratifs, logistiques, qui ne sont pas de cuisine, jardinage, techniques, qui ne sont pas dans les revalorisations. Et ça reste une difficulté, mais les choses ont beaucoup évolué, beaucoup plus largement, et ce qui s'est passé encore ce matin à la conférence sociale, à la restitution de la conférence sociale, va nous permettre d'apaiser un petit peu les inquiétudes des salariés. Je précise que cette émission est tournée le 8 avril. Et donc, il y a encore des actions qui sont prévues pour ce que vous venez d'évoquer, ou comment ça va se passer ? Alors, déjà, comme ça vient d'être dit, il est vraiment important de souligner le fait que ces métiers d'accompagnement, donc, qui vont être valorisés à partir du 1er avril, ça va être rétroactif, couvrent vraiment tout le spectre du social et du médico-social. La porte d'entrée, c'était le seul secteur du handicap, et maintenant, on est vraiment sur la protection de l'enfance, sur la lutte contre les exclusions, la pauvreté, les formateurs en travail social, on est aussi sur la protection juridique des majeurs. Bref, on est vraiment sur tout ce spectre-là. Maintenant, c'est vrai qu'il reste tout un panel qui n'est pas concerné par cette revalorisation, tout ce qui concerne les fonctions support, par exemple. Et pour nous, le sujet de l'attractivité des métiers ne s'arrête pas à cette liste. C'est une étape importante, fondamentale, majeure. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec la FEAP depuis de très nombreux mois. Donc, on se félicite de cette liste et de cette revalorisation. Mais pour nous, on doit continuer, alors certes avec la convention collective unique, on va en parler tout à l'heure, mais aussi poursuivre le lobbying pour tous ces métiers qui n'ont pas bénéficié de cette revalorisation. Et pour nous, l'attractivité des métiers ne vise pas que les métiers de l'accompagnement. L'attractivité des métiers, c'est vraiment de tous les métiers. C'est vraiment une problématique globale qui concerne tous les professionnels. L'État a récemment sorti une campagne de communication sur les métiers du soin et de l'accompagnement. Est-ce que, M. Perrin, vous en avez pris connaissance ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, cette campagne est intéressante, mais c'est un début. On considère que c'est un début. Un début, pour le moment, qui n'est pas majeur. Quelques métiers sont cités, mais si on reprend la campagne de communication que le gouvernement a fait pour les métiers de l'armée, par exemple, c'est une campagne qui a duré des années, qui continue à durer, et donc ce que nous attendons, c'est une campagne qui se renforce en intensité, mais surtout en durée. Et il faut que cette campagne corresponde à un contenu. Parce que si c'est simplement du rêve que l'on vend, alors que la réalité n'est pas là, nous aurons effectivement des professionnels qui vont nous rejoindre, mais qui ne resteront pas. D'où l'importance de ce travail beaucoup plus large sur l'attractivité des métiers, rémunération également, mais également contenu des métiers. Par exemple, prenons une infirmière. Une infirmière, si nous voulons d'abord l'attirer et la garder, il faut qu'elle puisse avoir des perspectives. Des perspectives dans sa formation initiale, mais également continues pour prendre des responsabilités. Les infirmières de pratique avancée, pour prendre cet exemple-là, sont des perspectives majeures pour les infirmières. Or, il n'y a pas 200 infirmières de pratique avancée en France. Ça fait des années qu'on en parle. Et donc, il faut qu'on ouvre beaucoup plus largement. On va en avoir besoin. Ça donne des professionnels motivés. Et ça nous permettra, par exemple, pour les infirmières, d'avoir des infirmières qui restent plus de 5 ans, parce qu'actuellement, la durée de vie professionnelle d'une infirmière est moins de 5 ans. Donc, il faut qu'elles restent. Je prends l'autre exemple des aides-soignantes. Pourquoi les appelle-t-on aides-soignants ? Ils aident aux soins. C'est péjoratif comme terme. En anglais, on dit caregiver. Elles sont responsables de l'accompagnement, de l'attention aux personnes. Donnons plus de responsabilité, donnons plus de sens à ces métiers et nous les garderons. D'abord, nous recruterons et nous les garderons ensuite. Plus de valeur. Plus de valeur, absolument. Il faut vraiment prendre ça comme un bon début. C'est comme la conférence des métiers. La conférence des métiers, c'est une bonne première étape, une très bonne première étape pour investir la question de la revalorisation. Eh bien, la campagne de pub, c'est la même chose. C'est une très bonne première étape pour un premier regard positif que la société peut et doit apporter vis-à-vis de ces métiers. Mais si l'un comme l'autre s'arrête là, ça restera un coup d'épée dans l'eau parce que ça s'estompera très, très, très rapidement. Donc, si on veut le prendre de manière positive, c'est de se dire, voilà, ça veut dire qu'enfin, on commence à prendre le secteur du sanitaire, social, médico-social, privé à but non lucratif à la hauteur de ce qu'il apporte à la société.
Et concrètement, sur quel autre levier l'État doit agir? Alors, j'ai envie de dire que sur quel autre levier nous pouvons agir, parce que nous ne reportons pas tout sur Oui, l'État. c'est vrai. Et par exemple, la qualité de vie au travail. C'est absolument essentiel. Et on voit souvent des professionnels qui arrivent quelque part et qui n'y restent pas. Pourquoi n'y restent-ils pas? Parce que les conditions qu'on leur propose ne sont pas favorables, ne tiennent pas compte de leur vie personnelle, par exemple. Il y a 20, 30 ans, quand on choisissait un métier, on le prenait, on parlait de vocation, et quelles que soient les contraintes, on les appliquait. Maintenant, dans notre société, on tient compte du choix personnel, et les personnes, les jeunes en particulier, sont beaucoup plus attentifs, et ils ont raison, à leur équilibre de vie personnelle. Et donc, si on veut recruter quelqu'un, il faut que son équilibre de vie personnelle soit pris en compte. Alors, nous avons des métiers avec des contraintes. Des contraintes, puisqu'il faut du 24 heures sur 24, il y a des nuits, il y a des week-ends. Il faut qu'on en tienne compte, qu'on s'adapte, et que les professionnels puissent sentir qu'à la fois, il y a une prise en compte de cette pénibilité, mais également il y a un accompagnement dans le métier. Il ne faut pas qu'un professionnel se retrouve mis sur un poste et se retrouve tout seul. Il faut qu'on développe les systèmes de parrainage, de tutorat, de rendez-vous réguliers pour voir comment ça se passe, de prise en compte de situations spécifiques qui peuvent être très, très, très différentes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à fidéliser les professionnels dans des métiers qu'ils trouveront beaucoup plus intéressants et dans lesquels les contraintes seront prises en compte par rapport à leur vie personnelle. Avec des perspectives de carrière. Absolument. À préciser d'ailleurs que le nous va au-delà de l'État et des acteurs employeurs que nous sommes, puisqu'il y a aussi toutes les collectivités locales qui ont un rôle fondamental dans les politiques sociales de soins, les politiques médico-sociales. Donc en fait, le travail qui est à faire, qui reste à faire, c'est d'avoir vraiment un regard global, systémique de ce qu'est la santé, qui n'est pas uniquement la question de l'absence de maladie, mais qui est vraiment la question de bien-être. Donc l'attente principale, c'est vraiment que tous les acteurs qui viennent d'être cités investissent ensemble cette thématique. Il y a une autre thématique qui est importante, c'est celle de la convention collective, donc unique étendue. Nexem et la FEAB y travaillent. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, Stéphane? Oui, certes. Alors la convention collective unique étendue, on peut dire qu'elle renvoie à deux obligations où on peut mettre en avant deux points. Le premier, c'est la nécessité de revoir les règles qui régissent les liens entre les employeurs et les salariés, avec des conventions collectives multiples qui organisent notre secteur et qui ne répondent plus aux enjeux d'aujourd'hui et donc a fortiori de demain. Donc de toute façon, on a un travail RH à faire. Mais au-delà de ça, on sait aussi qu'il n'y aura pas de réponse pérenne à l'attractivité des métiers si on ne travaille pas à une convention collective unique étendue. Seule une convention collective unique étendue permettra d'avoir un cadre qui fera vivre pendant longtemps la question de l'attractivité des métiers. Donc en fait, cet engagement commun dans la convention collective unique étendue à venir, c'est aussi justement parce qu'il y a la problématique de l'attractivité des métiers qui se pose depuis de nombreuses années, mais de manière peut-être accrue aujourd'hui. Oui, et puis je dirais qu'il y a une certaine complexité à avoir plusieurs conventions collectives, voire à avoir des salariés qui ne sont pas dans des entreprises qui sont couverts par ces conventions collectives. Il y a entre 100 à 200 000 salariés qui ne sont ni à Nexem ni à la FEAB, et donc qui ont des accords d'entreprise très variables. Donc la lisibilité pour les professionnels qui intègrent notre secteur, elle n'est pas claire. Et donc vous avez une certaine inquiétude chez les salariés. Quand ils arrivent quelque part, ils s'inquiètent de savoir quels vont être leurs droits. Et s'ils veulent avoir un parcours, et encore une fois un parcours qui légitimement les amènera à changer ou de site et d'activité ou même d'orientation, si ça doit changer également de convention collective, ça génère une certaine inquiétude. Avec des conventions collectives qui en plus sont très bavardes. Il y a beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop de choses dans les conventions collectives qui sont totalement cadrées, qui empêchent les prises d'initiatives locales et donc qui empêchent même de pouvoir prendre en compte des innovations. Par exemple, les nouveaux métiers, bien évidemment, puisqu'ils sont nouveaux, ils n'y sont pas. Faut-il les encadrer et les
les graver dans le marbre d'une convention collective, ou faut-il, par un nouveau process, une nouvelle forme de convention collective, leur permettre de trouver naturellement leur place avec une adaptation éventuellement locale en fonction des spécificités, dans le cadre, bien évidemment, d'une assurance de droit déterminée de façon objective pour qu'il n'y ait pas la crainte d'interprétations liées aux employeurs qui aillent à l'encontre des droits des salariés. Mais c'est un énorme travail d'harmonisation, de simplification et de visibilité. Pour structurer le secteur, finalement. Oui, d'ailleurs, c'est un lien qui, au-delà de ce qu'on vient de dire, est un lien qui est repris par les pouvoirs publics, hein, parce qu'il faut aussi rappeler que en fait, les sommes qui sont sur la table, qui sont passées notamment par la conférence des métiers, l'ont été avec une condition posée aux employeurs et aux syndicats de salariés de se lancer dans une convention collective unique étendue. Et des sommes qui sont importantes, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure donc, de la liste des métiers socio-éducatifs, hein, c'est plus de 700 millions d'euros en année pleine. Et à côté de ça, les pouvoirs publics ont été d'accord pour mettre 500 millions supplémentaires, toujours avec la condition d'aller vers une convention collective unique étendue. Donc la convention collective unique étendue sera aussi un moyen pour nous de concrétiser l'attractivité des métiers, notamment d'ailleurs par rapport aux professionnels qui jusqu'à maintenant n'ont pas été revalorisés. Donc c'est la boucle qui se referme parce que cette condition, elle est aussi une condition posée par les pouvoirs publics en disant d'accord pour qu'il y ait un engagement politique et financier pour l'attractivité des métiers, mais la condition que je renvoie aux employeurs et aux salariés, c'est de vous mettre d'accord sur une convention collective unique. Et on a quand même des perspectives de date. Alors nous démarrons avec un calendrier que nous espérons pouvoir voir respecté, avec une grosse partie en 2022, puis en 2023. Tout dépend de la manière avec laquelle se passent les négociations. Nous allons démarrer le gros sujet des classifications rémunération. Ça amènera certainement des débats assez forts avec les organisations syndicales. Et puis, en fonction de la rapidité et de la qualité avec laquelle ce premier bloc pourra être négocié, on verra pour la suite. Mais nous espérons que le rythme puisse être assez soutenu de façon à ce que ça ne dure pas 5 ans, mais que ce soit réduit à 2 ans, 3 ans, mais en espérant le minimum possible. Et ça dépend de la négociation. L'urgence, je pense que tout le monde est d'accord pour la souligner. Les problèmes notamment concernant l'attractivité de métiers, non seulement on les constate aujourd'hui, mais ils datent vraiment pas d'aujourd'hui, donc ils sont très anciens. Donc l'urgence, elle est là, donc il faut faire vite. Et en plus, non seulement il faut faire vite, mais on doit y arriver. Il y a une obligation de résultat. Donc clairement, effectivement, il faut qu'on commence rapidement et qu'on puisse chaque année pouvoir acter quelque chose pour faire avancer les choses. Peut-être aussi on peut revenir sur la manière dont Nexem et la FEAP prennent en compte les préoccupations de leurs adhérents respectifs, comment on répond au mieux aux besoins des adhérents. On a publié un guide sur l'attractivité des métiers. Peut-être vous pouvez nous... Oui, alors c'est une question importante et nous on la vit spécifiquement à la FEAP puisqu'on est sur tout le champ de la santé. Notre volonté est de créer une convention collective globale pour l'économie sociale et solidaire, santé sociale, qui ne soit pas plus sanitaire, médico-social ou social que médico-social et sanitaire, ou médico-social que sanitaire ou social. Une convention collective globale, dans laquelle les spécificités puissent éventuellement s'exprimer. Mais nous tenons beaucoup à rassurer tous nos salariés, tous nos employeurs, de quelque secteur qu'ils soient, de façon à ce qu'ils sachent bien que la convention collective unique étendue leur permettra à chacun, selon ses spécificités, de s'y retrouver, quitte à ce qu'il y ait un socle global pour tout le monde et des annexes en fonction de certains secteurs. Mais pour savoir exactement ce qu'on va mettre dans ce socle, dans ces annexes, on consulte les adhérents, on a des commissions, des groupes de travail, comment c'est organisé ? Alors effectivement, on a mis en place toute une structure avec un comité de gouvernance, un comité de pilotage, un comité opérationnel, une instance de négociation qu'on appelle la CPPNI, une commission sociale
Alors la CPPNI, elle a un nombre restreint de personnes, 16 pour les employeurs, puisqu'il y en a 16 au niveau des syndicats. Nous allons créer une commission sociale d'une quarantaine de personnes, donc 20 par fédération, en élargissant la représentation à ceux qui ne seraient pas représentés directement dans la CPPNI. Mais au-delà de ça, nous mettons en place tout un système de communication descendant et ascendant, de façon à ce que, et en région, et au niveau des commissions nationales métiers qu'on peut avoir, et au niveau des adhérents directement, il puisse y avoir à tout moment l'assurance d'avoir la bonne information, de pouvoir s'exprimer sur son ressenti ou sur ses inquiétudes, de façon à ce qu'il n'y ait pas le sentiment d'un décalage ou une inquiétude sur l'évolution d'une négociation qui leur échapperait et qui leur ferait craindre des conséquences qu'ils ne seraient pas capables d'assumer ensuite. Et ce n'est pas qu'une question d'information, c'est vraiment une question aussi de co-construction. Quand on décide de mettre en place toutes ces instances et tous ces groupes de travail, c'est non seulement pour assurer une bonne communication, mais aussi pour que nos adhérents participent au mieux à cette construction. Alors bien évidemment, il ne peut pas y avoir une ouverture qui concernerait les quelques milliers d'associations que la FEA-PNXM comprenne, mais vraiment qu'on essaye d'embrasser le plus large possible pour que non seulement il y ait effectivement la bonne information au bon moment, mais aussi que on puisse, au fur et à mesure que la négociation va avancer, s'ajuster en fonction des retours qu'il pourrait y avoir avec nos délégations régionales et avec le terrain. Oui, il y a eu des enquêtes aussi qui ont été publiées via nos supports hebdomadaires, des enquêtes pour faire état des difficultés RH rencontrées par les adhérents sur le terrain. Il y a des enquêtes qui nous ont permis de construire notre point de départ, en fait, à la fois pour avoir le ressenti, pour avoir la réalité, mais aussi pour avoir des chiffres. Et donc, au-delà de ces enquêtes, il y a aussi un travail qui est en cours sur un outil de chiffrage qui permet d'avoir une autre réalité, mais qui est complémentaire, qui est une réalité chiffrée, parce qu'il s'agit aussi de construire cette convention collective unique, étendue, aussi dans un cadre financier qu'on connaît. Donc pour ce faire, on doit mesurer l'impact financier des mesures qu'on doit prendre. Donc c'est à la fois une interaction avec les adhérents, c'est à la fois des enquêtes qui ont eu lieu et qui continueront à avoir lieu, mais c'est aussi un outil de chiffrage qui, en lien direct avec des retours d'adhérents, nous permettent quasiment instantanément, nous permettra de manière quasiment instantanée d'avoir des chiffres pour savoir quel est l'impact des mesures qui sont proposées ou qui sont négociées. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ? Moi, j'ai envie de rajouter le mot espérance. Parce que c'est compliqué ce qu'on va faire. C'est compliqué ce sur quoi on travaille. Ça va être difficile. Mais les enjeux sont majeurs et nous sommes absolument déterminés à aboutir. Et j'ai envie de dire, les personnes soignées et accompagnées en premier ont besoin de cette convention collective. Et les salariés qui les soignent et qui les accompagnent, bien évidemment aussi. Mais en pensant d'abord aux personnes soignées et accompagnées, qui sont notre raison d'être, j'ai envie d'espérer, oui, et je suis déterminé à ce que ce travail puisse être mené à bien. Merci, M. Perrin. Et derrière le mot espérance, il y a le mot optimisme, celui des directions générales. Et je pense que déjà tout ce qu'on montre là montre bien aussi tout ce qu'on a franchi déjà ensemble. Donc pour le coup, 2022, en tout cas, nous en sommes convaincus, ce sera une belle année pour le secteur. Super. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je vous libère maintenant et je laisse la place à l'interview de Mathieu Klein. Alors, le Haut Conseil du travail social est une instance qui est placée auprès du ministre des Affaires sociales, du ministre des Solidarités. C'est une instance consultative qui peut être saisie par le gouvernement, le Premier ministre, sur toutes les questions qui ont un rapport de près ou de loin avec le travail social. Une instance composée de représentants de la profession, des employeurs, des salariés, de personnalités qualifiées, de représentants des collectivités territoriales et qui existe en réalité depuis 2016, sachant que le HCTS, puisque c'est son petit nom, a pris la succession du Conseil supérieur du travail social. Donc à la fois un lieu d'observation,
des évolutions du travail social, un lieu de représentation des acteurs du travail social et un lieu d'expertise, puisque c'est aussi en son sein que peuvent se construire des propositions, des projets, des recommandations, des rapports qui sont à destination ensuite des pouvoirs publics. Et puis je dirais que c'est une instance fédérative, puisque l'ensemble des acteurs du travail social au sens large du terme doivent pouvoir s'y retrouver. Et puis peut-être sa particularité sur laquelle d'ailleurs je mets maintenant l'accent, c'est sa territorialisation, puisque le HCTS est aussi lié à des conseils locaux du travail social et du développement social qui, un peu partout en France, rassemblent les travailleurs sociaux à une échelle géographique territoriale. Et c'est un point d'appui indispensable pour construire les solutions qui seront celles qui nous paraissent les plus justes aujourd'hui pour faire face aux défis du travail social. En tant que président du HCTS, ma mission est d'abord de veiller à ce que l'ensemble des acteurs puissent être autour de la table, prendre la parole. Et puis je suis aussi le représentant auprès du gouvernement, donc je rencontre le ministre, les ministres pour faire part de nos travaux. Et puis l'idée aussi, c'est de donner de la voix au travail social, de permettre aux travailleuses sociales et aux travailleurs sociaux, dans la diversité de leur métier, eh bien, d'avoir une existence dans l'espace public, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, je pense, mais les sujets ces dernières années de mobilisation des travailleurs sociaux ont été intenses, et c'est important aussi qu'en tant que président, venant des collectivités locales, j'ai été président du département de Meurthe-et-Moselle et maintenant maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy, donc avec un regard large sur l'ensemble des enjeux sociaux, eh bien c'est aussi une façon de montrer que les territoires ont un rôle majeur à jouer. Eh bien, à l'occasion de ma nomination en juillet 2021 par Olivier Véran, nous avons échangé autour de ce que pourrait être dans les mois finalement particuliers qui précèdent une élection présidentielle, le HCTS pourrait jouer un rôle et nous avons donc convenu de travailler en deux temps. Une première étape, donc livre vert, qui a été remis il y a quelques semaines au ministre, qui est un livre vert, un état des lieux du travail social, qui reprenait d'ailleurs beaucoup des travaux qui avaient été engagés ces dernières années. Je pense notamment aux États généraux du travail social ou plus récemment au rapport de Marie-Paule Cols qui avait assuré la présidence intérimaire avant moi du HCTS, notamment sur le rôle du travail social et des travailleurs sociaux pendant la crise sanitaire, et puis les contributions nombreuses de l'ensemble des acteurs dont vous êtes à cette discussion. État des lieux, grande perspective. Puis ensuite, et c'est le travail qui s'est ouvert depuis, la préparation d'un livre blanc qui, lui, a vocation à décliner en propositions opérationnelles et très concrètes les perspectives et les orientations du livre vert que nous remettrons, lui, à la fin de l'année 2022 à celui ou celle qui occupera le portefeuille des solidarités dans le prochain gouvernement, de façon à faire une proposition de feuille de route pour le travail social dans le quinquennat qui va s'ouvrir au lendemain des élections législatives. Déjà, lui donner de la voix. Déjà, montrer que le travail social, et je vais prendre deux exemples récents, est aujourd'hui, pour la République, un élément déterminant de la préservation de la cohésion sociale. La crise sanitaire, les soignants ont été en première ligne et bien sûr qu'il convient de saluer à sa juste mesure, leur engagement et leur détermination. Les travailleurs sociaux aussi, parfois en deuxième rideau, moins visibles, d'où les enjeux de la conférence sociale du mois de février dernier d'ailleurs. Mais sans les travailleurs sociaux, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, pendant les confinements, ce sont des millions de femmes et d'hommes qui n'auraient pas pu tout simplement accéder à l'information, accéder parfois au dépistage, accéder à la vaccination, accéder à l'accompagnement social des familles en difficulté, des enfants qui ne pouvaient être scolarisés, des personnes en fragilité, des personnes handicapées, âgées, isolées chez elles. Les travailleurs sociaux ont été aussi les premières lignes, les premiers de corvée de cette crise sanitaire. Et puis, plus récemment encore, qui est monté en première ligne pour accueillir les réfugiés ukrainiens dans notre pays. Et avant eux, il y a quelques mois, les réfugiés afghans lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Les travailleurs sociaux sont très souvent le premier visage de la République, le premier visage de la France lorsque vous venez de l'étranger, le premier visage du service public
que vous soyez français ou d'origine étrangère, parce que c'est la première personne vers qui vous vous tournez ou qui se tourne vers vous plus précisément pour vous dire « je suis prêt à vous accompagner, à faire un bout de chemin avec vous, je ne suis pas là pour faire à votre place, je suis prêt à vous guider et à veiller à ce que vous vous sentiez reconnu dans les difficultés qui sont les vôtres, mais aussi dans les pistes de solutions. » Donc, crise sanitaire, crise des réfugiés ukrainiens démontrent que les travailleurs sociaux, eh bien, ils sont en première ligne dans notre pays. Et le rôle qui est le nôtre en tant que président du HCTS, mais c'est aussi le cas pour tous les membres du HCTS, comme du Livre vert, eh bien, est de donner à voir ces réalités et de mettre en perspective ces réalités avec des attentes d'évolution légitimes pour le secteur, celles et ceux qui y travaillent, ou celles et ceux qui demain, je l'espère, se projettent pour y travailler alors qu'ils sont encore étudiants. D'abord, il y a un enjeu évident de reconnaissance, y compris sur le plan salarial. Alors, de premiers pas importants ont été faits à l'occasion de la conférence sociale, qui sont en train d'être précisés ces jours-ci, justement, en ce qui concerne la liste des métiers concernés par ces revalorisations. Et derrière, avec en cascade les conséquences dans notamment le travail sur les conventions collectives, mais ça, vous le savez mieux que quiconque. Je veux aussi dire que, par-delà la reconnaissance salariale légitime, il y a un enjeu aujourd'hui sur la formation. Je pense que la formation des travailleurs sociaux doit être aujourd'hui réinventée. Beaucoup de travaux ont déjà été entrepris sur cette question-là, mais il y a la question d'un continuum de formation tout au long de la vie. Ce sont des métiers dans lesquels il faut pouvoir revenir à des temps de formation. Il y a des socles de base aussi peut-être communs à l'ensemble des métiers du travail social. Il y a peut-être aussi la diversification de la reconnaissance d'autres types de travail social qui sont un peu à la marge aujourd'hui des nomenclatures professionnelles existantes, alors même qu'elles sont très souvent réelles et présentes sur le terrain. Il y a aussi un enjeu de qualité de vie au travail. Les travailleurs sociaux sont souvent trop isolés, souvent confrontés à des situations extrêmement difficiles. Il faut des moments de répit, il faut des moments où il peut y avoir du partage, il faut des espaces adaptés pour cela. Il faut veiller à une meilleure conciliation entre la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle. Il faut travailler sur la question de l'accompagnement pour permettre que celles et ceux qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour accompagner des situations difficiles, eh bien, puissent aussi pouvoir bénéficier d'un environnement professionnel apaisé et apaisant. Et puis, il y a, y compris pour celles et ceux qui sont les professionnels du travail social, un enjeu majeur qui est celui d'être des acteurs de la participation des usagers. Ce terme a déjà été, et cette notion et cette idée a déjà été utilisée tant de fois qu'elle en est parfois galvaudée. Il n'en reste pas moins que, et je crois que c'est pour beaucoup de travailleurs sociaux une préoccupation de chaque jour, faire que celles et ceux qu'ils accompagnent ne soient pas seulement accompagnés, mais soient des acteurs de leur projet de vie. Le travail social, ça n'est pas de l'assistanat, contrairement à ce que certaines et certains parfois voudraient faire croire. Le travail social, c'est un engagement qui vise à renforcer la citoyenneté des personnes qui rencontrent un moment conjoncturel ou structurel de fragilité dans leur vie. Donc, faire des personnes accompagnées les actrices et les acteurs de leur destin, de leur chemin, être capable de les accompagner sur la reprise en main de leur existence, quel que soit que l'on parle de santé, de logement, que l'on parle d'habitat, de profession, que l'on parle d'insertion professionnelle, que l'on parle de handicap, d'alimentation, de culture, de loisirs, ou que sais-je, eh bien, c'est un enjeu, là aussi, de vraiment centrer l'accompagnement social sur cette idée d'autonomie. Et pour y parvenir, et c'est un autre sujet que nous avons mis au cœur du débat du Livre vert, il faut favoriser l'automatisation dans l'accès aux droits. Moins les travailleurs sociaux auront une fonction d'assistant administratif qui doit passer d'abord de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, à permettre à la personne accompagnée de recouvrir ses droits. Mais si l'on veut vraiment mieux reconnaître le travail social, lui donner des lettres de noblesse, lui rendre une attractivité qui lui fait défaut aujourd'hui, votre fédération a souligné que 5% des postes étaient de façon chronique à pourvoir, eh bien il faut pouvoir dire que si demain, vous, lycéens, lycéennes, étudiantes, étudiants, vous projetez dans un avenir professionnel autour du travail social, eh bien vous serez vraiment concentré sur l'accompagnement de la personne, de son projet de vie, de son parcours de vie.
C'est donc là un enjeu de modernisation, de simplification et d'automatisation qui me semble être une des pistes pour renforcer l'attractivité du travail social. Déjà, il faut communiquer. Moi, j'ai constaté en arrivant à la présidence du HCTS à quel point il y avait une sorte d'angle mort dans les politiques publiques. Le travail social, c'est un grand invisible. Les instituts de formation, bien sûr, font leur travail, chacune et chacun essaye, mais ces dernières semaines, une campagne a été lancée par le gouvernement pour donner de la visibilité. Je crois qu'il faut systématiser ce type d'effort. Il faut aller vers les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants, qu'ils soient d'ailleurs dans les filières de formation au métier du travail social ou dans d'autres filières, pour donner à voir ce qu'est le travail social. Il faut le sortir de son corner, parce que chacune et chacun, et je crois que c'est important de le dire comme cela, dans son parcours de vie, et peut donc avoir besoin d'être accompagné. Chacune et chacun peut être confronté pour soi ou pour autrui au handicap, aux questions de l'âge, aux questions de la rupture professionnelle, de la rupture familiale, qui parfois peuvent générer encore plus de problèmes que de créer des solutions. Donc, le travailleur social et la travailleuse sociale, ce sont des professionnels qui sont au cœur, encore une fois, de la République et du pacte social. Et par leur fonction, par leur responsabilité, eh bien, ils ouvrent un chemin. Et donc, il faut le dire et le marteler, parce que c'est valorisant. Je crois que profondément, c'est très valorisant d'être travailleur social, de choisir ce métier, de choisir ce sens du service public, de l'intérêt général, de choisir ce sens du collectif. Parce que sans ce sens du collectif, la nation n'est plus que composée d'individus qui vivent chacun leur chemin dos à dos. Il faut aussi, enfin peut-être, favoriser les passerelles entre d'autres métiers et le travail social. Je pense par exemple à l'éducation populaire. Je vois régulièrement à Nancy comme ailleurs des jeunes qui viennent de milieux sociaux très différents, qui se forment par exemple à l'animation grâce au BAFA ou au BAFD, qui cheminent pensant d'abord occuper leurs étés ou leurs vacances scolaires pour contribuer à financer leurs études, et puis qui progressivement prennent goût à ces responsabilités, qui pourraient facilement réutiliser finalement les responsabilités, les fonctions, et les compétences acquises tout au long de leurs années pour venir vers un métier du travail social. Alors je parle de l'éducation populaire, mais je pourrais parler d'autres secteurs. Grâce à la valorisation des acquis de l'expérience, il y a sans doute de nouveaux chemins à explorer pour diversifier aujourd'hui les recrutements et ouvrir le travail social à des parcours plus variés. À la fois la reconnaissance salariale, je l'ai dit, la qualité de vie au travail, qui est un élément déterminant. La progression, il faut pouvoir évoluer, et je crois que c'est aussi un des enjeux de la négociation de votre convention collective, pouvoir franchir des paliers, avoir une progression à la fois quantitative et qualitative dans sa vie professionnelle, évoluer, changer de métier, se dire que c'est une perspective enthousiasmante puisque il y a beaucoup de facettes différentes au métier du travail social. Et donc pouvoir montrer que le travail social n'est à la fois pas dans son corner, n'est pas isolé, est un acteur central des politiques publiques, que des parcours diversifiés peuvent y avoir accès et que depuis un métier du travail social, on peut aussi poursuivre un parcours professionnel vers plus de responsabilités, vers des fonctions d'encadrement, de management, de direction, voire dans d'autres filières. C'est donc bien montrer aussi cette articulation du travail social avec d'autres filières, d'autres acteurs, on va dire du champ des solidarités, de l'action publique ou de l'action collective au sens large du terme. Je suis plein d'optimisme malgré des circonstances qui parfois inciteraient à l'être moins. Je crois que, comme je l'ai dit, lorsqu'on devient travailleuse sociale ou travailleur social, ça n'est pas au hasard de pousser une porte. C'est l'engagement souvent d'une vie, c'est un engagement de conviction, c'est un engagement pour l'intérêt général, c'est un engagement pour accompagner les personnes en fragilité. Donc c'est un engagement qui doit être reconnu comme une vraie contribution à le bon fonctionnement de la société et de la nation. Et donc c'est l'occasion que vous me donnez de remercier chaleureusement celles et ceux qui, tous les jours, dans tous les territoires de France et avec tous les publics, eh bien, remplissent cette fonction avec beaucoup de professionnalisme.
Bonjour mesdames, alors merci au nom de tout Nexem d'avoir accepté notre invitation. Donc une table ronde pour discuter de la thématique recruter et fidéliser donc les professionnels du secteur social et médico-social. Donc je vais essayer de vous présenter brièvement. Donc Lucie Bory, vous êtes responsable RH de l'association Acadea, qui est une relativement petite association sartoise qui accompagne des jeunes au titre de la protection de l'enfance. C'est ça. Delphine Dannecker, vous êtes directrice de la communication et du mécénat d'une association qui est plus grande, qui est la fondation OVE, qui est plutôt historiquement implantée sur Lyon et qui accompagne des personnes en situation de handicap notamment. Et Estelle Renaud, vous êtes nouvellement DRH du GAPAS, une association qui accompagne des personnes en situation de handicap et qui est située plutôt sur l'île. Peut-être si toutes les trois vous voulez compléter la présentation de vos structures, je vous donne la parole. Alors oui, donc l'Acadea, donc on est une association, c'est ça, majoritairement sur le champ de la protection de l'enfance. On a aussi un établissement sur le champ du handicap pour des handicapés psychiques majeurs. On a 8 établissements et services, donc répartis en Sarthe, ce que vous avez dit, pour être au plus proche des familles et au plus proche des territoires. On a 250 salariés répartis sur tous ces établissements. Très bien. Et vous, Estelle ? Alors, l'IGAPAS est effectivement une association dans le champ du handicap. On développe des formes d'accompagnement pour des enfants et des adultes qui ont besoin d'être accompagnés. Alors, nous sommes effectivement dans le Nord, mais aussi en Île-de-France. Nous gérons 34 établissements et services sociaux, médico-sociaux. Et nos actions s'articulent beaucoup autour des thématiques d'inclusion, d'autodétermination et de l'accompagnement le plus adapté et de trouver des formules d'accompagnement pour tous. Très bien. Et vous, Delphine ? Donc, la Fondation OVE gère 110 établissements médico-sociaux en France et situé, effectivement, le siège est à Lyon. Et on accompagne, il y a 2600 salariés, on accompagne à peu près 6000 personnes. Très bien. Sur quel type de public ? Alors, sur des personnes avec handicap à tous les âges de la vie. Très bien. Alors peut-être on peut commencer maintenant par une présentation des principales difficultés RH qui se posent dans notre secteur. Est-ce que Lucie, vous pouvez nous dire quelles sont les situations que Acadea a pu relever sur le terrain ? On a des tensions qui apparaissent au niveau des recrutements, chose qu'on n'avait pas forcément constatée avant, mais là c'est vrai que depuis environ 2 ans, les recrutements sont moins faciles, moins de candidats, et puis on n'a plus de vivier en fait de candidats pour faire des remplacements notamment. Donc ça met les équipes en tension. On est plus dans l'urgence. On n'est pas tellement dans des postes qui restent vacants pendant longtemps, mais on est plus sur une tension et du coup, on n'arrive pas à prendre de l'avance et à avoir suffisamment de recul. En fait, on est un petit peu tout le temps dans l'urgence. Est-ce que vous avez aussi eu des départs récemment ? On a eu des départs, mais je dirais que c'est un turnover assez classique. Ouais. Et vous, au GAPAS, Estelle ? Je crois qu'on est effectivement sur le même constat. Je dirais le manque de moyens en général et les difficultés de recrutement qu'on rencontre aujourd'hui font que finalement on a assez régulièrement des postes pérennes qui restent vacants. Donc ça crée la tension que tu évoquais, Lucie, sur les équipes parce que d'une certaine manière il faut arriver à pallier, à compenser. Et aussi ça nous amène à recourir fortement à des CDD ou de l'intérim, CDD de courte durée et de l'intérim. Et d'une certaine manière, au moins ça nous permet d'avoir des personnes qui concourent à l'accompagnement, mais on n'a pas la stabilité d'une équipe d'accompagnement et on sait dans le secteur du handicap à quel point c'est important pour les personnes accompagnées d'avoir des personnes autour d'eux qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude de fréquenter tous les jours. Et du coup, est-ce que vous estimez qu'il y a urgence un peu à agir actuellement ?
Oui, pour moi, c'est une évidence. On a notamment certains métiers dans le médical, paramédical, où on a vraiment du mal à recruter. Et vu les pathologies des personnes qu'on accompagne, c'est absolument nécessaire d'arriver à trouver des professionnels qui peuvent intervenir chez nous. C'est des constats que vous avez pu faire aussi à la Fondation VE? Tout à fait. Actuellement, au dernier décompte du directeur des ressources humaines, il y avait 200 postes vacants à la Fondation. Donc c'est beaucoup. Je rebondis sur les collègues, mais c'est vrai que on a peu de candidats sur des postes. On fait beaucoup appel à l'intérim et forcément ça a une action ou une implication sur la qualité des soins. Les gens sont souvent attachés, notamment dans le secteur 360 où on travaille toute l'année, on accompagne les gens au quotidien. Donc c'est important de connaître les personnes et donc c'est vraiment important de fidéliser les salariés sur nos métiers. Je crois qu'il y a une chose aussi qu'il faut bien dire, c'est que malgré tout le sens que portent nos métiers du soin, de l'accompagnement des personnes, on n'a pas de mal, quand on en parle à l'extérieur, les gens disent wow, « c'est admirable ce que tu fais, ces métiers du soin, s'occuper de personnes handicapées, comme c'est beau ». Mais sauf que ça ne suffit pas et on ne s'occupe pas suffisamment, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a un peu moins de succès sur des offres d'emploi. On ne s'occupe peut-être pas assez des salariés, de ce qu'ils peuvent ressentir. Et puis on arrive à la fin d'une période qui était très difficile. Je crois qu'on est tous un peu rincés. Et voilà, donc je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on manque d'attractivité sur ces métiers du médico-social. Mais on peut faire changer les choses. Vous avez identifié des leviers pour faire changer les choses ? Il y en a beaucoup. Déjà, prendre soin des salariés. C'est vrai que dans notre secteur, on se concentre beaucoup depuis des années sur les personnes accompagnées et c'est très bien. On rabâche sans arrêt, la personne accompagnée est au centre de toute notre stratégie, au centre de toute notre attention. Et on en oublie un peu les salariés parce que on part du principe que c'est déjà bien, ça a tellement de sens qu'ils font que ça coule de source. Mais non, pas du tout. Et donc l'idée, c'est de rétablir un peu l'équilibre entre toute l'attention qu'on peut porter aux personnes qu'on accompagne, et c'est bien normal, mais également à nos salariés, s'intéresser à leurs nouvelles contraintes aussi, une flexibilité des horaires, un accompagnement tout au long de leur carrière et principalement au début, quand ils arrivent, pour tout de suite les fidéliser, pour tout de suite leur dire qu'ils comptent beaucoup pour nous et qu'on est prêt à s'adapter pour qu'ils se réalisent dans leur carrière, par exemple. Oui. Donc la dimension ressources humaines, elle est fondamentale. Dans chacun de vos services, quels sont les leviers d'action que vous avez mis en place ? Donc, par exemple, au sein d'Acadea ? Mais on a travaillé justement sur l'attractivité, sur la marque employeur en fait. C'est un terme un peu générique, mais pour dire qu'on travaille sur l'intégration, sur la façon dont on communique nos valeurs, la façon dont on fait les choses, donc comment on s'occupe de nos usagers en fait, comment travaillent nos équipes justement en les mettant en valeur. On a des particularités au sein de notre association, ça ne se fait pas forcément comme dans d'autres associations, c'est des forces qui sont mises en valeur par nos salariés. Et donc du coup, ça, il faut qu'on arrive à communiquer et à communiquer là-dessus. On travaille vraiment là-dessus, on travaille aussi avec des partenaires externes, Pôle emploi, d'autres partenaires en fait, Cap Emploi. Et puis on travaille aussi sur ce que vous avez dit, sur ce que tu as dit, sur les parcours en fait de carrière, notamment à l'intégration. On a créé pour certaines professions en fait des parcours de professionnalisation. Alors au début, on avait voulu faire des contrats de professionnalisation avec reconnaissance convention collective, chose qui n'est pas possible dans notre convention collective. Donc on a fait des parcours internes de formation. Et donc pour vraiment avec un référentiel vraiment métier, vraiment un référentiel propre à nos associations, spécifique, pour pouvoir favoriser l'intégration et accompagner la personne de son entrée dans notre association et sur une période qui va durer de 6 à 1 an en fait, pour vraiment lui permettre d'abord d'être accompagnée
et ensuite de pouvoir faire joncheler cette période de points réguliers, de s'obliger à faire des points réguliers, des bilans, pour faire le point sur cette intégration. Donc ça, c'est notamment ce qu'on a mis en place. Et puis bien sûr aussi, on fait attention à nos promotions internes et verticales en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut changer de métier, donc soit en allant dans une autre structure, dans un autre établissement, soit en ayant une promotion pour avoir progresser dans la hiérarchie. Ouais. Et le GAPAS, comment il a structuré les choses? Il y a eu une démarche assez volontariste, je crois. Alors, oui, enfin, on est en train de mettre en place aujourd'hui un plan d'action, je dirais, global pour s'attaquer à l'ensemble des sujets. Ça, c'est la partie nouvelle. Par contre, il y a déjà des choses assez ancrées dans les fonctionnements du GAPAS ces dernières années et qui répondent en partie à ce que vous avez pu évoquer toutes les deux. Déjà, le GAPAS a beaucoup travaillé sur le sens et a travaillé sur sa vision. Donc, on a défini la vision 2030, ce qui a été travaillé avec les équipes, avec les pros, les familles. Et du coup, ça contribue énormément et ça éclaire fortement là où on veut aller, l'association veut aller, et donc comment on embarque les équipes dans cette voie-là. Et donc, au regard de ça, ce qui est déjà en place, on a fait évoluer les pratiques managériales. On parle de travail coopératif. Les professionnels ont été formés, les cadres ont été formés sur le sujet et du coup ça devient une pratique à entretenir évidemment au quotidien. Il y a un fort investissement formation aussi pour contribuer au développement des compétences des uns et des autres. Les enjeux mobilité que tu évoquais, Lucie, on cherche aussi à valoriser la possibilité, à permettre à chacun quelque part de pouvoir prendre un projet, une mission de quelques mois parfois pour goûter à autre chose, que ça soit un autre établissement, que ça soit une mission sur un sujet particulier, et du coup pour à la fois développer ses compétences et puis peut-être avoir l'aspiration de faire autre chose demain. Donc tous ces sujets-là sont en place et en même temps on s'est dit il faut encore approfondir les choses. Et la démarche volontariste que vous évoquiez, l'idée c'est qu'on s'est dit on va aller chercher auprès de nos professionnels des idées sur les sujets qui touchent au recrutement, aux relations écoles, à ces questions d'attractivité. De là ont émergé des pistes, des bonnes pratiques. C'est là aussi que le terrain, il y a des bonnes pratiques de fait qui ne viennent pas forcément de la fonction RH. Et ces bonnes pratiques, on a commencé à les identifier et on va chercher à les essaimer dans les autres établissements. Et puis après, ce qui va se mettre en place, c'est qu'on a défini, on a ressorti un certain nombre d'actions. L'idée aujourd'hui, c'est de les valider, de les prioriser, et puis après d'entrer en action sur ces sujets-là en passant systématiquement par des groupes de travail où on associe les pros et on avance sur les sujets. Et un exemple récent, accueil et intégration, tu as parlé d'un cycle d'1 an. On est en train de redéfinir un parcours d'intégration qui effectivement s'étalera sur une année. Quelque chose qu'on prévoit comme rythmé avec l'enjeu de, avant la prise de poste, le jour J, les quelques premiers jours, les quelques premiers mois, et avec un accompagnement qui est plus ou moins fort, plus ou moins long, de la formation associée, pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de s'emparer, je dirais, au plus vite et au mieux de nos spécificités et de la technique et des enjeux de leur métier. C'est très intéressant. Il y a toute la dimension donc fidélisation, mais avant de pouvoir fidéliser, il faut pouvoir avoir de jeunes recrues. Qu'est-ce qu'a pu faire la Fondation OVE sous l'angle peut-être valorisation de la marque employeur? Quelles sont les actions qui ont été mises en place à ce niveau-là? Alors, on réfléchit beaucoup à comment aller séduire des gens qui n'ont peut-être même pas idée qu'ils sont faits pour ces métiers-là. Pourquoi? On y est forcé, parce que comme on disait tout à l'heure, il n'y a plus de vivier. Avant, on se disait, on va aller dans les écoles, à la sortie des écoles, dire venez chez nous. Voilà, ça ne fonctionne plus trop parce qu'il y a des promotions qui sont presque vides. De jeunes qui veulent tout de suite s'orienter vers ces métiers. Or, on pense que ce sont des métiers du cœur, sont des métiers qui sont assez accessibles aux personnes sans diplôme. Donc, ça devrait être facile, en fait. Et
Et ce qu'il faut, c'est essayer d'aller parler aux gens là où ils sont. C'est-à-dire pas se dire en mettant une annonce sur des sites spécialisés, je vais faire venir à moi beaucoup de candidats, ça ne marche plus. Donc par exemple, c'est réfléchir à mettre des annonces d'emploi sur des sites très populaires comme Le Bon Coin, par exemple. Voilà. C'est aussi aller vers des entreprises qui sont amenées peut-être à être en plan social, à se séparer d'un certain nombre de salariés dans des secteurs différents, hein, et dans lesquels les métiers pas forcément non plus, enfin pas forcément très attractifs, pardon, parce que les notes le sont beaucoup, et qui auraient envie, pourquoi pas, d'essayer. Voilà. Et donc là, on va se rapprocher de cabinets qui accompagnent les salariés au moment de leur sortie. Et nous, on va dire, nous, on a la possibilité de prendre ces salariés, de les former pour peu qu'ils soient sensibles à nos métiers, aux soins. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il faut comme qualité finalement pour nos métiers? C'est être à la recherche de sens. Voilà, il y a plein de gens qui sont à la recherche de sens, et la génération Y qui arrive au travail recherche exclusivement ce sens de leur journée. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Donc on doit appuyer sur ces leviers-là. Hein, c'est pas facile, mais ça nous oblige, en fait, cette crise de recrutement, ça nous oblige à sortir de nos murs et à ouvrir aussi nos établissements. On crée une marque employeur. Pas sur du papier ou pas sur uniquement afficher nos valeurs. On le crée aussi en ouvrant véritablement nos établissements. Donc c'est tout le travail qui a lieu dans nos associations sur l'inclusion, tous les partenariats qu'on peut mettre en place. Plus on accueille par exemple des stagiaires, plus on accueille des bénévoles, plus on ouvre nos établissements sur des opérations portes ouvertes, des opérations en partenariat avec les villes, les mairies, etc., plus on va rencontrer des gens qui vont se dire « tiens, ça a l'air très intéressant comme secteur ». C'est le mettre en lumière finalement, le secteur, parce qu'il a été longtemps un peu dans l'ombre, on va dire. Ce n'est pas dans la culture, ça, du médico-social. Il faut qu'on arrive à le faire évoluer. Et pour autant, il y a la question des expertises. Vous dites on peut aller chercher des gens un peu n'importe où, entre guillemets. Mais néanmoins, il y a une vraie expertise, parce qu'on peut essayer de la gommer, mais il y a une vraie expertise. Est-ce qu'il y a une dimension formation, du coup, un levier qu'on peut mettre facilement En fait, quand je t'entendais parler, je me disais, nous, dans notre secteur, au niveau de la protection de l'enfance, on fonctionne de deux manières différentes, parce qu'on a des métiers pour lesquels il nous faut absolument le diplôme. Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, on peut citer plein de diplômes, éducateur jeunes enfants, TISF, etc. Enfin, il nous faut des personnes diplômées. Donc là, on est en contact, on travaille avec les écoles. Et je trouve que ce qui fonctionne, c'est quand on va parler aux promotions de jeunes futurs diplômés, en fait, et leur présenter notre association et comment on travaille chez nous. Donc chez nous, on travaille en équipe pluridisciplinaire, on travaille de telle façon, voilà, et de leur montrer, de leur parler du concret, en fait. Et d'essayer de mettre en lumière, voilà, un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, et de leur donner envie de nous rejoindre, nous à KDA, en fait, clairement. Et après, on a aussi tous les métiers qui sont très, très utiles aussi, hein, tout ce qui est services généraux, où là, on a une autre façon de faire, c'est-à-dire que là, on a développé, les partenariats dont je parlais tout à l'heure, avec Pôle emploi, on a fait des job dating, avec Cap emploi aussi, où on a des personnes qui sont en reconversion, et ça a très, très bien fonctionné. Voilà, donc deux façons de voir les choses différentes en fonction des métiers. Je pense qu'on peut aussi les attraper avant d'avoir le diplôme, hein, c'est-à-dire avec l'apprentissage, aussi en permettant aux personnes qui n'ont pas de diplôme et qui seraient en reconversion de pouvoir se former avec nous, dans nos établissements. Et on arrive de plus en plus à ce genre de solution où les personnes arrivent sans le diplôme et elles apprennent avec nous. Avec nos professionnels. Mais je pense que la clé au final, je crois que tu as utilisé le mot ouverture tout à l'heure, et tout à l'heure on se disait aller au-devant d'eux. Quelque part, voilà, aujourd'hui c'est à nous, professionnels, associations, je dirais d'aller chercher et d'aller vendre, entre guillemets bien sûr, hein, notre association, nos spécificités. Et avec les capacités de formation, je pense qu'on a
tous ou beaucoup dans nos associations, de pouvoir faire grandir à nos côtés en fait. Et ça passe par les écoles, je te rejoins. Nous aussi, évidemment, la dimension du diplôme peut être importante sur de nombreux métiers. Sur d'autres, c'est moins vrai. Mais comment on accompagne en interne, comment certains de nos professionnels peuvent accompagner, de tutorer, consacrer une partie de leur temps et qu'on puisse valoriser aussi cette mission-là auprès d'eux. Et puis après, on a aussi, je pense, tous à jouer, à cultiver, je vais dire, nos différences ou ce qui nous différencie. Je sais que dans la vision 2030 du GAPAS, il y a un volet développement durable qui est très fort, qui joue à la fois sur des questions de notre empreinte carbone énergétique, mais aussi sur des éléments de QVT ou de mobilité douce. On vient de signer un accord sur la mobilité douce et on sait que ça parle à nos salariés et ça parle aux jeunes générations. Donc c'est aussi pouvoir travailler ces axes-là qui comptent pour nous, mais de savoir les mettre en avant pour nos professionnels de demain quelque part. Et la com aide beaucoup aussi à ce niveau-là. Mais disons que j'ai l'impression que notre secteur n'avait pas trop l'habitude de se vendre avant d'être confronté à de telles problématiques de recrutement. Alors on le faisait un petit peu pour obtenir des mécènes sur certains projets. Et donc là, il faut valoriser comment on conduit les projets, etc. Mais sur le recrutement, on n'avait pas l'habitude. Et nous, on s'est mis aussi à faire ça, à se dire, mais quels sont les avantages vraiment à travailler à la Fondation OVE et en fait, on en a plein. En fait, on en a plein, mais on ne le dit pas, ou on ne s'en rend pas compte. On est dans un secteur où il y a quand même pas mal de congés. Des congés trimestriels, où on a des comptes épargne-temps, on a des plans aussi vis-à-vis de la retraite, on a des jours d'ancienneté, on a plein de choses. Et possibilités de carrière aussi. Tout à fait. Oui, quand on a la chance d'être dans des organisations où il y a beaucoup d'établissements, ça veut dire pouvoir aujourd'hui aider les personnes avec Alzheimer, demain s'occuper plutôt d'enfants, après-demain aller travailler dans une maison de répit, dans une plateforme d'orientation pour les tout-petits. C'est très très varié. Et tout en grimpant. C'est riche quand même. Il faut aussi valoriser les carrières, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire valoriser le métier d'aide-soignant, le métier d'infirmier. Mais non, il y a aussi l'aide-soignant, et j'en connais à la Fondation, j'en rencontre, j'essaye de les mettre en valeur, l'aide-soignant qui arrive à être directeur d'établissement. Il y en a. Évidemment, il y en a. Et heureusement qu'on les emmène vers ça. Donc, je pense qu'on ne le dit pas assez. Est-ce que, mesdames, vous voulez ajouter un mot de la fin ? Je crois qu'en conclusion, on est toutes d'accord sur le fait que nos secteurs, ils sont attractifs de par les métiers, en fait, de par les professionnels qui y travaillent. On l'a dit, c'est des métiers qui changent des vies. D'ailleurs, Nexem le dit. C'est vrai. Et effectivement, qui a le matin a la chance de se dire je vais contribuer à changer une vie. Finalement, c'est ce que tu disais. Peu de personnes, et ça, effectivement, il faut qu'on arrive à le mettre en lumière. Donc, oui, on a du potentiel pour être vraiment des associations désirables. Très bien. Estelle ? Moi, j'ajouterais aussi qu'il tient aussi à nos organisations de développer nos pratiques managériales, aller sur davantage de management participatif, favoriser les mobilités, les parcours, pour renchérir quelque part sur ce que tu viens de dire là, et pour encore renforcer cette attractivité du métier qu'on peut percevoir immédiate, mais pour aller encore plus loin dans l'évolution et le parcours de chacun. Des belles perspectives. Oui, on a la chance de faire partie de ces métiers du cœur. Moi, je dis que les gens viennent bosser avec leur cœur le matin. Pas forcément leur diplôme plein les poches, il n'y a pas besoin. C'est vraiment ça. Et donc, on va arriver à faire mieux connaître tous ces métiers et à attirer plus de personnes qui ne pensent pas encore, ne savent pas encore qu'ils sont nos AES, nos aides-soignants, nos AMP, nos éducateurs spécialisés de demain.
Très bien. En tout cas, un grand merci d'être venu des Merci. 4 coins de la Merci. France pour cette émission qui touche à sa Merci. fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle aura été une source de réflexion et d'inspiration pour vous. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à très bientôt.